Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'algèbre et notamment de modules simples et de lemmes de Schur. Alors, donc pour commencer, on va rappeler ou énoncer la définition d'un module simple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est un module simple? C'est un module qui vérifie ces deux conditions. Donc, on considère un anneau unitaire commutatif et M un module sur A. Donc, on dit que M c'est un module simple si M n'est pas trivial et si les seuls sous-modules de M sont 0 et lui-même. Donc, autrement dit, un module simple, qu'est-ce que c'est? C'est un module non trivial qui ne possède pas de sous-module propre non trivial. Voilà, donc définition de module simple, pas grand-chose de compliqué. Alors, avant de d'énoncer le lemme de Schur et de le démontrer, on va énoncer et démontrer une propriété sur les modules simples, qui est la suivante. Donc, proposition 2, soit A un anneau commutatif unitaire et M un module sur A. Alors, si M est supposé simple, on a le résultat suivant, c'est qu'il existe un idéal maximal petit m gothique, tel que M est isomorphe à A quotienté par petit m gothique. Donc, on va démontrer ce résultat. Alors, si vous voulez essayer de faire la preuve de votre côté, mettez la vidéo sur pause et voilà, vous pouvez essayer de votre côté. Si vous voulez un indice, je vous en donne un. C'est poser l'homomorphisme et utiliser le premier théorème d'isomorphisme. Voilà, normalement avec cet indice-là, vous devriez y arriver assez facilement. Donc c'est parti pour la preuve. Donc, supposons que M est simple. Alors en particulier, on a vu dans la définition, si M est simple, ça veut dire déjà qu'il n'est pas trivial. Donc on peut trouver un élément petit m de M qui est différent de 0. Et ensuite, on va considérer l'homomorphisme de un module suivant, donc que j'ai appelé phi indice grand M petit m, qui va de A dans M et qui à petit a associe petit a fois M. Donc ici, la multiplication que j'ai modélisée par un point, donc c'est la multiplication qui fait de M un module sur A. Voilà, donc homomorphisme plutôt canonique, j'ai envie de dire. Alors donc, je l'ai dit juste avant, on va utiliser le premier théorème d'isomorphisme. Donc, on va s'intéresser à l'image et au noyau. Donc, l'image de cet homomorphisme, c'est un sous-module de M. Et comme M est supposé simple, forcément, ça veut dire que c'est soit 0, soit M tout entier. Il n'y a que deux possibilités, puisque M, ses seuls sous-modules, c'est 0 et lui-même. D'accord? Donc maintenant, il va falloir déterminer lequel des deux. On a supposé que M donc, est simple, et donc on a dit que grâce à la définition, on pouvait trouver un élément petit m qui est différent de 0, et ça, ça implique que l'image de cet homomorphisme n'est pas triviale. Là, il suffit de prendre, par exemple, 1. Donc l'anneau dans lequel on travaille, il est supposé unitaire, donc il suffit de prendre A égale 1, et l'image de 1 par cet homomorphisme, ça va être 1 fois m, c'est-à-dire m, et ça, c'est différent de 0. Donc, comme l'image de phi, ça n'est pas 0, c'est nécessairement m. Donc on en déduit que l'image de phi c'est m, et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que phi est un homomorphisme surjectif. Donc pour l'image, c'est bon. Maintenant on va s'intéresser au noyau. Donc posons petit m gothique égale au noyau de phi. Et donc là on va appliquer le premier théorème d'isomorphisme. Donc je rappelle, le premier théorème d'isomorphisme nous dit que si on a un homomorphisme, ça induit automatiquement un isomorphisme en quotientant par le noyau au départ et en se restreignant à l'image à l'arrivée. Donc ici l'image, en fait c'est déjà M, et le noyau, on l'a appelé petit m gothique. Donc l'application induite par phi, que j'ai noté phi indice grand M petit m tilde, cette application-là, c'est un isomorphisme de un module. Donc là, on a déjà fait le gros de la preuve, puisqu'on a montré, on a exhibé un isomorphisme explicite entre M
et A quotienté par petit m gothique. Donc là, on a un isomorphisme. Par contre, la preuve n'est pas terminée, puisqu'il nous reste à montrer que petit m gothique est bien un idéal maximal. C'est-à-dire qu'il est dans le spectre maximal de A. Donc bah, pour montrer ça, on raisonne par l'absurde. Donc par l'absurde, supposons que ce ne soit pas le cas. Donc dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être un idéal maximal? Bah ça veut dire que je peux trouver un idéal propre de A qui contient M, ok? Donc je rappelle, un idéal maximal, c'est un idéal qui est maximal pour l'inclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus gros idéal qui contient M et qui n'est pas A. Donc là, on prend la négation, c'est-à-dire qu'il existe un idéal I de A propre et qui contient strictement M. Bah du coup, ça veut dire que on se retrouve avec A quotienté par I, qui est un sous-module propre du module A quotienté par petit m gothique, d'accord, grâce à cette inclusion. Et ça, bah, en utilisant l'isomorphisme précédent, bah, si on se ramène de l'autre côté, donc là où il y a M, bah, ça se traduit par le fait que M possède un sous-module propre non trivial. Et ça, par contre, c'est absurde, puisque ça contredit la simplicité de M. Donc finalement, petit m gothique, c'est bien un idéal maximal. Donc voilà, petite propriété de base sur les modules simples. Et donc maintenant, on va passer au lemme de Schur. Alors, théorème 3, le lemme de Schur, donc soit A un anneau unitaire commutatif, soit M et N deux modules sur A, et F un homomorphisme de modules. Donc, on a le premier point qui se subdivise en trois parties. Donc 1.1, si M est simple, alors F est soit identiquement nul, soit injectif. Si N est simple, alors F est identiquement nul ou surjectif. Et enfin, si M et N sont tous les deux simples, alors ou bien F est nul, ou bien F est bijectif. Et le deuxième point, c'est en fait un corollaire quasi immédiat du point 1. Si M est simple, alors l'anneau des endomorphismes alinéaires de M, bah, c'est un anneau à division. Donc pareil, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, je vous laisse réfléchir un peu. Pour le coup, la preuve est vraiment pas très longue. Et ici, la seule hypothèse à chaque fois qu'on invoque, bah, c'est la simplicité. Donc, je vous laisse essayer, et quand c'est bon pour vous, on passe à la preuve. Alors, donc, preuve du théorème. Donc, on va d'abord démontrer 1.1. Donc, supposons que M est simple. Donc, ou bien F est identiquement nul, ou bien F ne l'est pas. Donc, on suppose en plus que F n'est pas identiquement nul. Donc, on veut montrer que F est injectif, donc on va s'intéresser à son noyau. L'avantage de travailler avec un morphisme, c'est qu'il y a une caractérisation de l'injectivité avec le noyau, donc autant l'utiliser. Donc le noyau de l'endomorphisme F, bah, c'est un sous-module du module M, d'accord? C'est un argument qui est du même acabit que ce qu'on avait utilisé avant, sauf qu'avant on l'avait fait pour l'image. Et puisque M est simple, bah nécessairement son noyau, soit c'est 0, soit c'est M tout entier. Et comme F est supposé non identiquement nul, bah ça ne peut être que 0, puisque sinon on aurait le morphisme nul. Et donc noyau réduit à 0, bah ça vous connaissez, ça veut dire que mon homomorphisme il est injectif. Ensuite, le point 1.2, bah, je détaille pas la preuve, si vous voulez la lire, vous mettez pause dans la vidéo. C'est exactement le même raisonnement, sauf qu'on travaille du coup sur l'image. Et là, pareil, comme F n'est pas identiquement nul, bah, l'image, ça peut pas être 0. Donc forcément, c'est que N, puisqu'on a que deux choix, puisque N est supposé simple. Et donc, on en déduit que l'homomorphisme F est surjectif. Et ensuite, dernier point, donc là on suppose que M et N sont simples, donc le module de départ et le module d'arrivée, et évidemment que F n'est pas identiquement nul. Bon bah là, ça découle directement des points 1.1 et 1.2, puisque d'après ces deux derniers points, bah, si F n'est pas identiquement nul, sous ces hypothèses-là, bah, F est à la fois injectif et surjectif, et donc ça, bah, ça veut dire être bijectif.
Et enfin, dernier point, le point 2. Donc supposons que M est simple. Donc on considère un endomorphisme alinéaire de M, qu'on appelle F. Et donc d'après le point précédent, bah, on a vu que si F n'est pas identiquement nul, bah, en fait F est bijectif. Pourquoi? Parce que ici en fait, on a appliqué le point 1.3 où M est égal à N, hein, puisqu'on est avec des endomorphismes. Donc le module de départ c'est le même que le module d'arrivée. Donc ou bien F est nul, ou bien F n'est pas nul, et dans ce cas-là, ben, F est forcément bijectif. Et pour une application, être bijectif, bah, ça veut dire être inversible pour la loi de composition. D'accord? Donc là, il faut garder à l'esprit que la deuxième loi qui fait de l'ensemble des endomorphismes un anneau, c'est pas la multiplication, c'est la composition des applications. Donc, F bijectif, ça revient à dire que F est inversible dans l'anneau des endomorphismes alinéaires de M. Et donc, ça se traduit par le fait que tout élément non nul de cet anneau est inversible, autrement dit que cet anneau est un anneau à division. Voilà, donc petit lemme bien sympathique sur les modules simples. Donc normalement, si vous avez suivi un cours d'algèbre assez avancé sur la théorie des représentations, enfin même basique, en soi sur la théorie des représentations, vous connaissez déjà le lemme de Schur dans le cas des représentations linéaires. Bah là, on a le lemme de Schur sur les modules. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.